Non, c'était assez. C'est demain ce soir. Voilà. C'est là où on voit le mieux. Pourquoi c'est ça? Je bavarde avec mes voisins, je fais mes commentaires, donc il vaut mieux que je sois seule. Parce que comme ça, je me comporte comme une mauvaise élève. J'ai dit une très bonne élève. Comme tout le monde. Oui, ça arrive à d'autres. Je fais un essai, je sais pas comment arrêter le micro.
comme ça. Vous m'avez ? Merci à vous d'avoir répondu présent pour cette rencontre, présentation du livre que vous voyez ici, Extrême droite, la résistible ascension, de l'Institut La Boétie, avec Stefano Palombarini, à côté de moi, qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir. L'extrême droite, selon nous, ne se résume pas à un parti politique. Ce n'est pas seulement le Rassemblement national. Ce n'est pas que le Rassemblement national. Là, vous m'entendez ? C'est mieux ? Plus près ? Première fois que je parle dans un micro, donc je ne sais pas où il faut le mettre. C'est pas seulement Marine Le Pen, Éric Zemmour, c'est surtout une idéologie qui gagne du terrain. Une idéologie qui gagne du terrain dans de nombreux mouvements politiques, syndicaux, jusqu'à l'Élysée, lorsque la déchéance de nationalité fut évoquée, ou le droit du sol attaqué. Les élections de juillet dernier ont montré une poussée de l'extrême droite. On est dans une circonscription où le candidat du Rassemblement national a fait 40% à peu près au premier tour, jusqu'à 49% dans une commune à quelques kilomètres d'ici. Donc ça, c'est difficilement discutable. À tous et à toutes, donc je suis Frédéric. Enquête sociale à l'horizon, il n'y a jamais de ça. Ça ira. C'est des Zemmour, c'est des électeurs qui venaient des Républicains. Il n'a quasiment rien récupéré de l'électorat du Rassemblement national. Et donc, c'est miné par le racisme, point. Il faudrait expliquer pourquoi les électeurs du Rassemblement national, avec un candidat encore plus raciste, ne l'ont même pas regardé. Et donc, je pense que le racisme joue, mais d'une façon un peu plus complexe, comme une variable de médiation politique, que j'ai essayé d'expliquer. Troisième et dernière phase, comme ça j'ai presque tenu ma demi-heure. Troisième phase des montées du Rassemblement national, elle est toute récente et elle date en gros des 3 dernières années. Et on la voit, on compare les élections 2022, législatives et présidentielles, aux élections 2024, européennes et législatives. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une toile qui récupère une partie importante des classes aisées. Ce qui est encore différent par rapport aux dépoussées précédentes. Et en gros, vote extrême droite alors qu'ils votaient Macron ou pour la liste macroniste en 2022. Et simple à expliquer, c'est comme j'ai expliqué, c'est comme je vous l'ai dit, les blocs bourgeois s'imposent en 2017 avec la victoire de Macron. Que Macron fait, il reste concentré de plus en plus sur les classes que ces politiques avantagent très directement. On réduit les impôts sur les entreprises. Bon, il y a des entrepreneurs qui payent moins d'impôts, donc ils sont contents. Mais ça fait un tout petit pourcentage de la population française. Et tous ceux qui ont cru aux promesses, qui ont voté Macron et qui voient que cette promesse, la réalité des réformes néolibérales, c'est que les exemples des gens qui partent de tout en bas, ils arrivent à monter tout en haut, on peut les trouver, ça existe, mais c'est bon, c'est vraiment complètement marginal. Et la réalité, c'est que les classes populaires souffrent de ces politiques et une grande partie des classes moyennes se sentent de plus en plus fragilisées par ces politiques. Et ils ne voient pas du tout l'ascenseur social qui permettrait de devenir riche. C'est juste si on a une bonne idée et qu'on se lève tôt les matins pour mettre en place. Voilà. Et donc, les blocs bourgeois s'effondrent. Il y a des signaux que tout le monde voit de ça. C'est-à-dire que Macron n'est plus en mesure d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, concrètement. Il prend une énorme claque aux élections européennes. Et face à cette perspective d'effondrement, des gens lucides, qui sont dans une position privilégiée, se disent « Ok, ça risque de ne tenir plus la route. En vrai, ça ne tient plus la route. Qui est le garant de la continuité ? Qui est celui qui nous menace les moins ? Qui est celui qui... Vous voyez, évidemment que ce n'est pas la gauche des ruptures. Et donc, toute l'idée de la normalisation de l'extrême droite, elle va dans ce sens-là. Il faut montrer qu'on ne prend aucun risque, que ça sera la continuité. Voilà. Et donc, vous avez une fraction des classes aisées significative qui est passée d'un vote Macron, ou macroniste, ou législative, à un vote Rassemblement national en 2024. Ce qui fait qu'au final, si vous considérez ces 3 phases,
l'électorat du Rassemblement national, il est très hétérogène. Hein. Je rappelle, donc, première phase, travail indépendant, commerçants, petits entrepreneurs, artisans, etc. Deuxième phase, une fraction importante des classes populaires, y compris de la classe ouvrière. Et troisième phase, des classes aisées. Hein. Donc, vous avez un peu de tout là-dedans. Et ça tient ensemble. Ça tient ensemble parce que, d'une certaine façon, les colons de ces blocs, c'est l'idéologie néolibérale. C'est des électeurs qui sont tous là-dedans. Ils sont tous là-dedans. Ils ont tous cette vision-là du monde, même si ça ne se traduit pas pour tout le monde de la même façon dans un soutien actif aux politiques néolibérales. Hein. Ce qui fait que si vous regardez le Rassemblement national, il parle très volontiers d'immigration, enfin, comme l'extrême droite, un peu, partout. Hein. Il parle très volontiers d'immigration, d'insécurité, d'identité menacée, etc., etc. Et très mal volontiers des politiques publiques, en termes de politique du travail, politique sur les services publics, politique sur les salaires, etc. Ils n'en parlent pas très volontiers, mais quand ils disent quelque chose, c'est en gros pour dire on va pas modifier grand-chose par rapport à ce qui est fait jusqu'à maintenant. Hein. Voilà. Donc, les colons et celui-là. Et après quoi, la question, c'est comment on combat un bloc social de ce type. Voilà. Ça, je ne sais pas. Merci. Merci Stéphano. On se fait un petit moment, quelle heure ? 3/4 d'heure. Si vous avez des questions, c'est le moment. On va essayer de passer. On passe pas le micro parce qu'il a un fil, ça va être compliqué. Mais ceux qui ont des questions pour Stéphano. Comment, si l'extrême droite est aussi hétérogène sur sa base aussi hétérogène, comment peut-elle gouverner sinon en faisant très mal à ceux qu'elle ne vise pas ou qui sont contre elle? Je ne vois pas ce qui l'unit sur le plan social. Oui, ça c'est la question, comment elle peut gouverner. Et donc justement, comme je travaille sur l'Italie, j'ai un début de réponse parce qu'en Italie, elle gouverne. Évidemment, c'est des pays différents, hein, donc on peut pas imaginer, on peut pas dire que c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mais les premiers éléments, et je pense que vraiment pour tout ce que j'ai dit, hein, c'est pas parce que c'est ce qui se passe en Italie, c'est parce que sur la base de l'analyse que j'ai faite, ça sera dans la continuité. Ça n'a pas de rupture. Alors, je vous cite cet épisode italien parce qu'il est assez significatif. Donc, en Italie, il y a eu un gouvernement qui était dirigé par Mario Draghi, que vous connaissez peut-être comme ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, qui est un gouvernement d'unité nationale. Et les seuls partis, il y en a un seul, qui ne rentre pas dans la coalition de gouvernement, c'est Fratelli d'Italia, qui est le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni, qui est le seul opposant. Ce qui lui vaut de gagner triomphalement l'élection suivante. Bon, comme c'est l'opposant et politique qui était fortement impopulaire, ça lui donne une prime énorme, bon, avec plein d'autres facteurs, mais ça lui permet de gagner. Et donc Giorgia Meloni devient Premier ministre, parce qu'elle a été la seule opposante à Mario Draghi et aux politiques de Mario Draghi. Première conférence de presse de Giorgia Meloni, qui vient d'être nommée Premier ministre devant les journalistes. Elle dit « J'ai demandé à Mario Draghi d'être mon conseiller économique. » Voilà. Donc ça donne une dimension du type de rupture. Donc il ne faut pas s'attendre sur le plan je répète, de politique qui porte, même sur l'Union européenne. Vous voyez bien que Marine Le Pen a laissé tomber tout ce qui était, pendant certaines phases, c'était quand même un élément central dans le programme du Rassemblement national, toute forme de discontinuité avec l'unification européenne. À un moment donné, j'étais même pour la sortie de l'euro, hein, dans la phase Philippot, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, tout ça a été gommé, effacé. Mais oui, y compris du point de vue symbolique, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est que si on rentre dans la logique, je réponds à mon électorat en montrant que je fais payer les coûts aux immigrés, aux racisés,
vous mettez aux musulmans, vous faites aux banlieusards, vous faites tout. Je montre que c'est cette catégorie-là que je fais payer les coûts les plus lourds. Comme ça, ils vont sentir qu'ils sont dans une certaine mesure mis à l'abri. Mais même du point de vue symbolique, ils vont taper très fort. Oui. Totalement. Donc, une forme de continuité. C'est pas comme si Retailleau, Bayrou, Macron et compagnie ne tapaient pas fort. Hein. Ils tapent déjà. Je veux dire, ceux qui ont vécu un peu l'épisode Gilets jaunes, par exemple, ils ont vu qu'ils tapaient déjà fort sur les Gilets jaunes. Mais je pense que de ce point de vue-là, ça peut être encore pire. Oui. Alors vous avez répondu en partie avec vos 3 points sur pourquoi c'est pas la cause fondamentale du racisme qui lie le féminisme. Seulement, ça m'a un peu interloqué quand j'ai lu votre contribution, quand vous dites ça, quand même, le nom de la partie c'est la stratégie de médiation du Rassemblement national, le racisme comme préalable. Donc c'est quand même une des conditions principales, mais vous dites que c'est pas la cause fondamentale. Et dans vos 3 phénomènes, ce que j'arrive pas bien à comprendre, si vous pouvez préciser s'il vous plaît, c'est vous dites par exemple où étaient les racistes en 1970. Alors je paraphrase un petit peu, excusez-moi. Je dis mais en fait dans l'électorat gaulliste par exemple, c'est forcément déjà des racistes. Par exemple quand on entend les déclarations de De Gaulle sur le fait qu'il faut laisser l'indépendance à l'Algérie parce que sinon son bled s'appellera plus Colombey des églises mais Colombey des mosquées, dire bon les racistes ils étaient déjà contents. Pareil pour la question sur Zemmour qui fait plus raciste que Le Pen mais qui ne peut pas lui piquer sa base électorale parce qu'il l'applique à Fillon. D'accord, mais Fillon aussi c'était déjà raciste. Oui, mais nous sommes d'accord. Et donc, dans les exemples, il y a eu même les Chirac, du bruit et de l'odeur. Hein, et de façon plus générale, je veux dire, même à gauche, dans la gauche socialiste, tous les débats sur l'immigration, on sent bien qu'il y a un fond raciste derrière. Mais justement, c'est mon point de vue, c'est que le racisme est très répandu en France. Ce qui ne veut pas dire que tous les Français sont racistes, mais il est très répandu en France depuis très longtemps, à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Et donc, il y avait des racistes qui votaient De Gaulle, il y avait des racistes un peu partout. Il faudrait se rappeler aussi du Parti communiste pour aller à gauche. Quoi. Les discours sur l'immigration de Georges Marchais du début des années 1980, voilà, c'était des discours racistes. Mais donc, justement, la question c'est... Il y a du racisme depuis très longtemps, clairement comme un héritage de la période coloniale, à tous les niveaux de la société. Et la question c'est pourquoi, à un moment donné, l'extrême droite se met à monter. Et justement, si on pense que le racisme était un peu présent un peu partout depuis très longtemps, la réponse, l'extrême droite monte parce que les racistes votent extrême droite, vous voyez, ça ne tient pas la route. Tout ça. Alors que je ne dis pas du tout que ça n'a rien à voir. Je pense que l'extrême droite profite, quand je dis extrême droite, je parle du Rassemblement national. Okay, profite c'est pour ça que, je ne me rappelle plus, mais le racisme comme préalable prend acte de cette existence du racisme et l'utilise comme une ressource. Et l'utilise comme une ressource qui lui permet de segmenter les classes populaires et de construire une offre politique qui se fonde sur cette segmentation des classes populaires. C'est que l'extrême droite ne pourrait pas faire si le racisme n'était pas déjà là. Vous voyez, si je dis, OK, désolé, on ne peut plus mettre de l'argent sur l'hôpital. Il faut réduire les dépenses publiques. Donc, les dépenses pour l'hôpital, il faut les réduire. Mais, attention, pour ceux qui n'ont pas les papiers en règle, plus de soins gratuits. Si dans un pays dans lequel il n'y a pas un taux de racisme, disons comme ça, très élevé, dire, mais comment ça, tu ne soignes plus les gens tu soignes plus les gens, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, c'est une proposition qui fait écho
un tas d'électeurs. C'est-à-dire, ben voilà, il y a moins de dépenses à l'hôpital, mais on va commencer par exclure des gens. Comme ça, nous, on va continuer à être soignés. Vous voyez. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est l'utilisation d'un racisme qui était déjà là comme variable qui participe à la construction d'une offre politique. Simplement, une petite évidence, je pense que ça a été très bien décrit par un philosophe que vous devez certainement connaître, Michel Foucault, producteur et parasite. Et en fait, le Front National joue justement sur ce phénomène-là en segmentant toutes les classes populaires que j'estime à 70 ou 80% de la population. En fait, il y a les gens qui profitent de la société, parce que dans les profiteurs, il y a une certaine élite, l'élite intellectuelle, et dans les autres parasites de la base, c'est les chômeurs. Et en fait, dans la mentalité de la plupart de la population, on voit qu'il y a cette distanciation entre les gens qui ont l'impression de travailler pour ceux qui ne travaillent pas. Et ça a été très bien décrit par ce philosophe. Et pour en revenir après à la méritocratie qui a fait justement l'élection finale de Macron, la méritocratie, elle a été utilisée aussi par les partis de gauche, par les partis socialistes en l'occurrence, et peut-être même parmi les communistes. Et en fait, là aussi, il y a un philosophe dont je ne me souviens plus du nom, qui parle de l'enfumage de la méritocratie. Parce qu'en fait, le capital social, il existera tout le temps, et puis c'est parce que vous réussissez, ça veut dire que celui qui n'a pas réussi, il est un échec total, et il sera toujours discriminé. Et il se sentira lui-même écarté de la société. Celui qui a réussi, qui sera sorti du peuple, très souvent, ils prennent la grosse tête. D'abord, on en voit beaucoup parmi les intellectuels, parmi les quelques peu d'intellectuels qui sont sortis vraiment de la classe populaire. On voit que c'est souvent des transfuges de place, à part quelques-uns qui maintiennent, mais dans la majorité, ils deviennent des transfuges de place. Oui. Dans le livre, il y a un chapitre qui est écrit par Félicien Faury, qui a publié aussi un livre entier sur des enquêtes qu'il a menées sur une fraction un peu spécifique de l'électorat Front National, qui est celle du sud, la première, disons, celle du sud-est. Mais ça participe, ça montre que d'une certaine façon, ça va dans le même sens de ce que je disais pour le racisme. L'objectif est la segmentation des classes populaires. Et le racisme, c'est un des éléments, peut-être les éléments principaux utilisés par l'extrême droite. Mais par exemple, une autre façon de segmenter les classes populaires, c'est de séparer ceux qui travaillent dur, qui se lèvent tôt le matin. Hein? D'une part, des allocataires, des profiteurs, hein, qui souvent, c'est des gens qui, à moi, avant, se levaient tôt le matin, ils ont simplement été virés. Hein. Mais bon, donc, ils font cette séparation artificielle. Les travails intellectuels, qui est complètement disqualifié. Le vrai travail, c'est pas se lever à 7h30 pour lire des livres ou donner des cours. Hein. Non, il faut travailler dur, c'est le matin. Et l'autre élément dont vous parlez, c'est vrai aussi, c'est dans ce que dit Félicien Faury, mais il a totalement raison sur ça. Et ça, c'est un lien avec l'idéologie néolibérale. C'est-à-dire que les modèles à suivre, c'est pas les richissimes qui est richissime parce qu'il a hérité de ses parents sa fortune. Ça, c'est des gens qui appartiennent à un autre monde, etc. Les modèles à suivre, c'est lui qui est parti avec peu de choses, c'est une caricature, hein, qui a eu une bonne idée, qui a travaillé dur, etc., et qui est arrivé à monter son truc, à monter son affaire, qui a réussi. C'est celui qui a réussi. Et ça, c'est clairement, disons, une mise
une mise en acte de l'idéologie néolibérale, hein. L'effort individuel qui est récompensé par les mérites. Et donc, dans l'enquête de Félicien Faure, on voit bien que, par exemple, dans les villages des campagnes, s'il y a quelqu'un qui est arrivé à s'en sortir, qui va bien, qui s'enrichit, hein, pas richissime, mais qui s'enrichit, c'est le modèle qu'il faut essayer d'imiter. Mais vous voyez, pour les classes populaires, mais vous voyez qu'à partir du moment où c'est le modèle qu'il faut essayer d'imiter, c'est, mais dis donc, lui, il a bossé dur, il s'est levé à 5 heures tous les matins, il est monté sur son tracteur, je ne sais pas quoi. Il a eu une idée de génie, et l'État l'embête en lui mettant des règles. Ou l'État l'embête en lui prélevant des impôts. Vous voyez comment l'idéologie néolibérale fonctionne, quoi. Et à partir de ce moment-là, quand la vision du monde est celle-là, aller proposer quelque chose de gauche, c'est compliqué, quoi. Tant que les attentes sont structurées par ce type de vision du monde. Est-ce qu'il est correct de dire que l'un des principaux moteurs de l'ascension du Rassemblement national, c'est le désenchantement, ce sont les désenchantés, pardon, du néolibéralisme? Est-ce que c'est correct de pouvoir dire ça? Et si oui, pourquoi il n'y a apparemment pourquoi c'est surtout le Rassemblement national qui bénéficie de ces fruits et au détriment quelque part d'autres partis politiques qui tentent sans doute de récolter ces fruits, mais pas autant que le Rassemblement national, j'y arrive pas. Je pense que la réponse, c'est dans l'articulation entre ces deux dimensions de la domination sociale. Dans le bouquin qu'on a publié en 2024, on insiste beaucoup sur ça. Une partie importante de l'électorat du Rassemblement national est hostile aux politiques néolibérales. Et en même temps, il n'attend pas autre chose. C'est ça le paradoxe. Parce qu'il est sous domination idéologique, hein, il est sous hégémonie néolibérale, et il pense que dès qu'on propose autre chose, donc par exemple, c'est qu'il pourrait faire pour dire pourquoi les autres n'en profitent pas de ça, du fait qu'ils sont hostiles. Parce que si on propose autre chose, soit on est des rêveurs, on est en dehors de la réalité, ça au mieux. Ou sinon, c'est des gens qui vont produire des catastrophes économiques. C'est des gens qui vont produire la faillite de la France, l'explosion de la dette publique qu'on n'arrivera jamais à rembourser. Et la faillite massive de nos entreprises. Parce qu'ils sont dans une vision du monde dans laquelle ce qui est réaliste, ce qui peut être fait, ce qu'il faut faire d'une certaine façon, c'est les politiques qui nous font mal. Et donc, si vous proposez autre chose, vous tombez au mieux dans la catégorie de ceux qui rêvent, des trucs qui n'existent pas. Et au pire, vous passez par des gens dangereux qui risquent de faire collapser la France. Hein, de la détruire, quoi, de l'amener d'accélérer les déclins de façon irréversible. Et donc, je pense que l'extrême droite arrive à jouer sur ça, arrive à répondre à des gens qui ne sont pas contents du tout des politiques néolibérales, mais qui sont sous hégémonie néolibérale du point de vue de comment ils pensent les choses et comment ils pensent leur position dans les choses. Hein? Juste pour poursuivre, donc est-ce qu'il serait correct de dire que l'un des principaux points faibles du Rassemblement national réside dans le fait qu'il ne propose aucune réelle alternative? Ah oui, il ne propose aucune réelle alternative. C'est son talon d'Achille, finalement. Oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai, il ne propose aucune alternative véritable à la politique qui a été menée depuis, disons, 45 ans, 42 ans.
Mais probablement, s'il les faisait, parce que dans sa trajectoire, à certains moments, il a essayé de proposer autre chose. Donc, par exemple, à l'époque, Philippot, qui défilait, qui montait dans les camions CGT pour défiler en défense du pouvoir d'achat des salariés, qui était pour la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, etc. Et donc, il proposait autre chose. Je pense que ça allait pénaliser de proposer autre chose. Parce que d'une certaine façon, ça brouillait un peu le message qui est, non, nous sommes un parti réaliste. Nous n'allons pas proposer des choses économiquement inefficaces, économiquement contre-productives. Face à cet électorat-là, je ne suis pas sûr que proposer autre chose soit un atout. Donc, du coup, ne pas proposer autre chose, je ne suis pas sûr que ce soit un point faible. Ça devient... Bon. Oui, je crois aussi que c'est son point fort de ne pas proposer autre chose. Parce que, comme tu disais, pas de promesses, pas de déception, d'une certaine façon. Et je sais que dans la salle, il y en a un certain nombre qui ont déjà tracté sur des marchés, discuté avec plein de gens. Et le nombre de fois où on nous dit, quand on parle d'alternatives, justement, d'autres propositions, ouais, mais ils disent ça, mais ils le feront jamais, ouais, mais ils promettent toujours, ils ne feront jamais. Donc, je crois que dans l'électorat du Rassemblement national, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, qui de toute façon ne croient pas aux promesses, donc des promesses, ils s'en foutent quelque part. Donc, pas de promesses, c'est très bien, mais par contre, il me semble que le racisme est un élément vraiment, c'est le fromage dans le piège à souris, quoi. Parce que les gens qui sont dépossédés, qui se sentent dépossédés depuis peut-être pour certains 2 générations, je pense aux classes populaires, qui se sont dépossédés de tout. L'idéologie du Rassemblement national, et ce qui est ça, tout d'un coup, ils ont un bien qui est je suis blanc, je suis un homme, beaucoup, parce qu'il y a du masculinisme aussi, je suis valide, je suis cisgenre, enfin, voilà, ça c'est à moi. Moi, ça me frappe toujours d'entendre les... on est chez nous, et alors, enfin, on est chez nous, on est tous chez nous. Mais ce côté, c'est à moi. Ce pays, il est à moi. J'ai rien d'autre, mais j'ai ça, cette nationalité. Voilà, c'est mon impression. Ah, mais je suis d'accord. Je voulais ajouter quelque chose sur les responsabilités de la gauche dans ce type de situation, parce que effectivement, je pense que pour une partie importante, là on parle d'une fraction du bloc social de l'extrême droite, de la fraction populaire. Et dans cette espèce de résignation au fait que, oui, voilà, s'ils proposent autre chose, c'est pas vrai, ils ne vont pas les faire, parce que c'est pas possible de les faire. C'est aussi l'expérience, je veux dire, la dernière fois, en 2012, c'est pas si loin que ça. De la gauche qui disait donnez-nous du pouvoir et vous verrez bien comment ça va changer. Bon, derrière. Et donc, au bout d'un moment, pour un électorat qui reste ancré à gauche, c'est interprété comme il nous a trahis. Il pouvait faire autre chose et il nous a trahis. Et pour un électorat qui n'est pas à gauche, vous voyez bien que pendant la campagne électorale, raconter des choses qui ne sont pas possibles. Ce n'est pas qu'il a trahi après. C'est que la réalité, c'est qu'il ne peut pas faire différemment des autres. Et donc, quand vous y avez cru dans la campagne électorale, c'est parce que vous êtes idiot. Vous croyez aux fables. Voilà. Donc, ça s'apprête à une double lecture. Hein. Je parle d'André. Et par contre, oui, c'est effectivement, dans cette image d'une trajectoire qu'on ne peut pas réellement modifier, qui est une trajectoire de déclin,
fondamentalement des déclins, c'est-à-dire que vous interrogez ce que fait Félicien Fauré. Vous interrogez les électeurs du Front National. Il y a 10 ans, c'était mieux qu'aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était mieux qu'il y a 10 ans. Il y a 30 ans, ça descend, quoi. Et il y a un siècle, c'était encore beaucoup mieux, quoi. Ah, plus vous montez en arrière, mieux c'était. Et ils sont capables de remonter vers Vercingétorix, ou je ne sais pas jusqu'où ils sont capables de Clovis, minimum, quoi. Et dans cette trajectoire des déclins, vous avez raison que le racisme joue, c'est racisme au sens large, au sens il y a des choses qu'on peut encore sauver. C'est lié au racisme, mais par exemple, le débat sur l'identité nationale, quelqu'un qui n'est pas dans cette optique-là, il ne peut même pas comprendre de quoi on parle. Mais comme s'il y avait des choses qu'on peut encore préserver pendant une certaine période, et il ne faut pas qu'on nous les prenne trop vite. C'est totalement central parce qu'ils ont intégré une trajectoire de déclin inéluctable et des manques total de réelles alternatives. En résumé, je dirais so what? Parce que on dit la résistible ascension du Front National, d'accord, mais il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de projet, mais il y a quand même une idéologie politique, que je sache, d'extrême droite. Et je ne sais pas si on a bien conscience de ça, parce que, d'accord, Mélanie est en Italie, mais d'après ce que je sais, Empoli le dit, notre constitution française, là, notre constitution de 58, permettrait des grands dangers par rapport à cette idéologie politique. Alors, je crois qu'il ne faut pas seulement dire les gens qui votent extrême droite votent, soyons racistes, mais je trouve que ça cache quelque chose d'autre. Ça me paraît presque pas le point essentiel, le racisme. Mais or, que ce soit les médias ou les discussions politiques que l'on peut entendre, on met toujours en avant cette histoire de racisme. Mais je crois qu'on oublie aussi l'idéologie. L'idéologie, c'est-à-dire un pouvoir extrêmement fort, et on en a quand même quelques notions avec la position de Retailleau quand même, qui n'est pas, que je sache, au Front National, qui n'est pas non plus dans on laisse agir à tout bout de champ, des gens j'en connais, ah mais il vote extrême droite, il est raciste. Non, c'est pas forcément. Les personnes qui votent à extrême droite ne sont pas forcément racistes. Voilà. Donc je crois qu'il faut faire attention à ça, quoi. Ils sont pour un régime fort et après c'est tout. Voilà. Donc si c'est pour installer de plus en plus fort le néolibéralisme, on est en danger. Voilà. Je trouve que notre démocratie est potentiellement en danger. Oui. Alors, je suis totalement d'accord. Donc, sur des points, les premiers, dans l'idéologie de l'extrême droite, il y a le culte du chef, c'est une idéologie profondément antidémocratique. Ça partout et en France aussi. Et le deuxième point, quand on compare avec l'Italie, ce qu'il faut voir, c'est que la constitution qui est en vigueur en Italie, elle a été écrite en 1948, elle est écrite après la chute du fascisme, par ceux qui avaient participé à la lutte, à la résistance antifasciste. Dans la résistance antifasciste, il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y avait des libéraux, il y avait même des gens de droite qui étaient dedans, pas beaucoup, mais il y en avait. Et ce sont ces gens-là qui ont écrit la Constitution 1948, hein, pas 20 ans après, 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre, avec l'idée centrale, c'était tous des combattants antifascistes hein, qui avaient fait la résistance, avec l'idée centrale, il faut écrire une constitution qui empêche le retour du fascisme. Et donc, il y a un tas de choses sur la séparation du pouvoir, sur le contrôle, etc., sur l'organisation notamment du pouvoir judiciaire. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais la constitution en vigueur en France a été écrite par un général avec l'idée il ne faut pas qu'on m'embête. Il ne faut pas que les parlements, les divisions, les discussions, les compromis, non, il ne faut pas qu'on m'embête. Ah. Et donc, évidemment, ça fait un danger. Ça ne veut pas dire que l'extrême droite en Italie passe comme une lettre à la poste, hein. Mais le danger d'une prise du pouvoir en France, vous avez totalement raison, est beaucoup plus fort,
à cause des règles institutionnelles qui existent. Je répète, en Italie, elles ont été écrites pour éviter une concentration des pouvoirs trop forte dans les mains de l'exécutif. Et en France, il y a des règles institutionnelles, on les voit à l'œuvre avec 49.3 et tout le reste, qui ont été écrites pour concentrer au maximum les pouvoirs dans les mains de l'exécutif, donc avec la finalité exactement opposée. Oui, moi je voulais intervenir sur un point. Tu es l'un des contributeurs d'un recueil qui est intitulé Extrême droite, la résistible ascension. Et tout à l'heure, il a été à plusieurs reprises parle d'idéologie d'extrême droite. Moi, tu parles d'idéologie néolibérale. Je trouve que c'est plus important de ce point de vue-là. Et tu as évoqué l'Italie. Et ça nous renvoie à ce qu'un des intervenants a évoqué aussi sur... ils n'offrent pas, ils ne proposent pas une alternative. C'est donc pas spécialement un point, c'est pas là-dessus leur point fort. Et à l'inverse, évidemment, c'est pas forcément leur point faible. Et en citant là l'Italie, en évoquant l'Italie, je trouve que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Mélanie qui rafle la mise parce qu'elle s'est opposée à Draghi et qui, une fois arrivée aux affaires, dit « Je le prends, je vous invite à venir... » Draghi a refusé. Hein. Oui, d'accord. Enfin, cela dit, ce qui nous intéresse ici, c'est l'extrême droite. Donc, moi ce que je me dis, tu dis à un moment, est-ce que Mélenchon, dans son meeting à Montréal, il revient sur les politiques, sur Trump, les politiques néolibérales, etc. Il dit les partis de la gauche traditionnels, il emploie ce mot, ont préparé ce terrain parce qu'eux-mêmes se sont alignés sur les politiques néolibérales. Quand on brasse tout ça, pourquoi est-ce que le choix a été fait d'appeler le bouquin « La résistible ascension » ? Pourquoi c'est les éléments amènent à dire que c'est résistible ? Parce que j'ai bien entendu, tu n'as pas de recette, ça va bien. Si quelqu'un en avait, on ferait peut-être deux choses dans la même journée. Mais là, est-ce que tu pourrais éclairer au moins un petit peu sur ce sujet-là ? Ça vient d'où l'idée ? Alors l'idée générale, c'est que c'est un bouquin pour encourager au combat. Donc si on commence à mettre comme titre « Laissez tomber, c'est perdu d'avance », ça n'encourage pas beaucoup au combat. Mais après, voilà, en politique, il n'y a jamais rien d'inéluctable. Et alors, moi vraiment, je fais des analyses, donc quand je présente en public, je présente mes analyses, mais il y a des conséquences qu'on peut tirer des analyses. Je pense il n'y a pas de solution miracle, hein, mais je pense vraiment que l'ascension de l'extrême droite est un produit de l'hégémonie néolibérale qui elle-même est une hégémonie en crise. Ce qui peut à la limite accroître les dangers. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous regardez Trump aux États-Unis, vous pouvez avoir une prise de conscience du fait qu'on participe à un combat politique en s'inscrivant dans un paradigme en crise et que vous essayez d'en sortir. On ne sait pas Trump ce qu'il va inventer. Hein. Pour l'instant, c'est brouillon, disons. Mais ça peut, la sortie du paradigme libéral, ce n'est pas forcément un futur d'espoir et rose. Hein. Ça peut être pire. Mais c'est quand même l'univers néolibéral à l'intérieur duquel l'extrême droite a grandi est un univers en crise. Ce qui déjà, disons, alimente un petit optimisme sur le fait qu'on puisse la combattre. Et deuxième point, si on parle de la France insoumise, alors si on parle des responsabilités, non, je ne vais pas parler de la gauche néolibérale qui pourtant existait. Hein. C'est pas bon, mais alors si on prend conscience du fait qu'il y a un combat d'ordre hégémonique à mener. Et pour moi, c'est vraiment un combat décisif. C'est-à-dire, il faut combattre avant tout cette idée qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut convaincre qu'il y a des alternatives réalistes, possibles, praticables, qui ne conduisent pas à la faillite générale de l'État et des entreprises, etc. Qu'il y a des choses qu'on peut faire en dehors du cadre néolibéral. La crise du néolibéralisme aide à faire ça. Même le fait d'avoir un président des États-Unis, à droite toute, mais qui fait autre chose que des politiques, qui commencent à dire « Oh,
C'est quoi cette idée du libre-échange? Ça montre déjà que le libre-échange, c'est pas obligé. Bon, évidemment, ça aide. Et après, le problème, c'est comment on mène un combat d'ordre hégémonique dans le contexte français, quand tous les médias, par exemple, sont contre, quand tous les gros médias sont là pour être disqualifiés. Et alors, en parlant de LFI, je pense qu'il est en train de faire des choses qui vont dans le bon sens. Je ne dis pas que ça permettra de gagner, mais par exemple, quand vous regardez dans le paysage de la gauche, c'est pas rien que la formation de laquelle on dit vous êtes en dehors de la réalité, vous proposez des choses infaisables, vous êtes des rêveurs, vous conduirez... C'est la C qui a fait un programme hyper costaud, hyper détaillé, chiffré, et qui est là. Donc par rapport à ceux qui disent ouais, mais vous vivez en dehors du monde, c'est pas juste des affirmations comme ça, d'une très grande généralité. Il y a un programme super détaillé qui a été construit. Ça, c'est une bonne chose. Et deuxième bonne chose, je trouve que les filles sont en train de faire, c'est comment on sort des gens qui sont sous hégémonie, qui pensent à partir d'une certaine vision du monde. Bon, il y a les passages par les médias. Et là, c'est quasiment... c'est une route fermée. Bon. Parce que les médias travaillent en direction opposée. Et l'expérience, par exemple, du Parti communiste italien, pour revenir à l'Italie, dont un très haut dirigeant qui s'appelait Gramsci avait travaillé sur cette question de comment on construit une hégémonie. Et on n'était pas du tout dans le même type de médias qui existent aujourd'hui, mais les paysages médiatiques auxquels faisait face le Parti communiste, Gramsci était mort à ce moment-là, mais à la sortie de la guerre, étaient d'une totale hostilité. D'une totale hostilité. Qu'est-ce qu'a fait le Parti communiste? Il a fait ce qui a permis, pour ceux qui ne savent pas, de devenir le premier parti communiste dans l'Europe occidentale, d'arriver à 34%. Il a fait des choses. Un, il a investi le débat culturel, universitaire, intellectuel, avec beaucoup de force, donc en contournant les médias au sens strict du terme. Et deux, il a établi, il a construit progressivement une présence sur le territoire capillaire, partout. Dans n'importe quel village italien, il y avait une section, mais même un village de 150 habitants. Il y avait la section du Parti communiste, dans laquelle les habitants du village, la plupart du temps, allaient pour jouer aux cartes, boire un verre, etc. Mais de temps en temps, il y avait un débat, on parlait politique. Bon. Et sur ces points, il faut voir que la France insoumise a une grande faiblesse. J'en parlais avant le débat. Par sa trajectoire. C'est-à-dire que c'est un parti qui est né, qui est jeune, mais qui est né directement en se donnant pour objectif la campagne présidentielle. Donc, les trucs tout en haut, tout concentré. Alors que la présence sur les territoires était inexistante. Vous avez d'autres trajectoires des partis qui naissent dans certaines régions, après se diffusent, après ils arrivent à être sur tous les territoires, après ils se disent peut-être on aurait la force aussi de présenter un candidat à la présidentielle, essayons. Bon. Ce n'est pas du tout la trajectoire de LFI qui est partie de la présidentielle et qui a le problème, si elle veut vraiment contraster l'hégémonie néolibérale, d'aller parler aux gens, d'être présente sur les territoires. Et je trouve qu'elle a pris du retard sur ça. Mais ce que je vois, moi je ne suis pas directement dedans, mais ce que je vois, c'est que par exemple, les municipales de l'année prochaine, enfin, elle les prend au sérieux. Ce qu'elle n'a pas fait la dernière fois. Et donc, il y a une possibilité de construire une contre-hégémonie, de mener un combat hégémonique, je pense à ce niveau-là. L'Institut de la Boétie, l'Institut de la Boétie fait un boulot sur une des dimensions. L'autre dimension, c'est la présence sur le territoire qui commence à être construite, mais qu'il faut amplifier, très très grandement amplifier, quoi.
syndicale qui appelle en ce moment, enfin qui appelait à comment une stabilité, au moment où les filles disaient qu'il fallait la destitution, déclaration syndicale, il faut de la stabilité. Enfin, ça c'est pas décourager à se battre contre la politique libérale, c'est pas rien, quoi. Après, il y a un volet qu'a fait cette politique-là, de mettre le néolibéralisme comme seule issue possible, c'est aussi, ça a développé l'abstention, le défaitisme dans la classe ouvrière. Et quand même, LFI a permis de remobiliser, et par l'électorat, et effectivement, je pense qu'il faut que, là, il y a des exemples en ce moment, de construction, de groupes d'action dans les cités populaires, vraiment de retourner, quand ils font les caves d'escalier, quand ils font tout ça, c'est de retourner à réorganiser tout ça. Voilà, c'était ma réflexion. Je suis d'accord. Merci. Ouais, j'ai un petit élément aussi à apporter en plus sur la question du moteur de l'électorat du RN. Je me souviens plus si c'est Félicien Faury ou quelqu'un d'autre, mais c'était en tout cas sur la ruralité qui vote RN. L'auteur a apporté un élément qui serait pas le désir de quelque chose qui paraîtrait irréalisable, mais plutôt la volonté de voir que les personnes qui sont en dessous d'elles, n'augmentent pas dans la société. Une volonté de voir que les personnes... il est question souvent des personnes qui ne travaillent pas, par exemple, que ces personnes-là n'aient pas un meilleur salaire, n'aient pas un meilleur revenu. Que les personnes au SMIC n'aient pas un meilleur revenu que moi qui suis à 200 € de plus que le SMIC. Une volonté de laisser les personnes en dessous. Et il y avait un exemple qui m'était revenu en tête après, c'était la difficulté dans l'entreprise de pouvoir augmenter dans la hiérarchie. C'était un article du Monde Diplomatique qui parlait de ça. Quand dans les années 70, un ouvrier pouvait devenir ingénieur, chef, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui puisque les personnes sortent plus facilement diplômées de l'université et puis prennent directement cette place en laissant moins de place après pour se hisser dans l'échelle de la société. Et sinon, j'ai une question qui m'était venue aussi, c'était comment est-ce que tu analyses l'augmentation du vote du Rassemblement national dans la fonction publique et notamment dans le professorat, surtout dans le professorat des écoles, je crois, mais dans l'enseignement en général. Alors, sur le premier point, il y a quelque chose d'intéressant qui est confirmé par tous les sondages. Si on regarde les votes populaires FN, encore une fois, c'est une fraction du bloc social du FN, du RN. En réalité, là où ça vote beaucoup extrême droite, c'est ce qu'on appelle les classes moyennes inférieures, qui ne sont pas les classes les plus pauvres. C'était par exemple à la dernière présidentielle. Dans les catégories les plus pauvres, c'est Mélenchon qui est en tête, qui est premier. Alors que Le Pen est très largement en tête dans la catégorie qui est juste au-dessus, qui est celle des classes moyennes inférieures. Et je pense que même ce que tu disais, c'est lié à l'idée des ressources qui sont limitées, qui seront encore plus limitées. Hein. Et d'une part, donc, il ne faut pas trop distribuer en termes d'allocation, etc. Parce qu'il y a l'idée, hein, tout ce qu'on distribue sous forme d'allocation, on nous les retire. Idée qui est fausse, en passant. Mais il y a cette idée de la couverture qui est courte, donc si on retire d'un côté, forcément on laisse au froid ceux qui sont de l'autre côté. Et il y a cette peur de tomber plus bas. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a aucune promesse d'ascension sociale. L'extrême droite s'adresse à des classes qui sont dans une logique de déclin et qui donc ont peur de tomber plus bas. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait partie des classes moyennes inférieures, en gros, en termes de revenus, c'est des gens qui arrivent à faire la fin du mois, à peu près, en renonçant aux sorties, au restaurant, etc. Mais ils arrivent à faire la fin du mois, à rembourser la banque s'ils ont acheté l'appart ou à payer le loyer s'ils sont locataires. Ils y arrivent en vivant
Bon, pas du tout dans le luxe, mais ils arrivent à faire... Tomber plus bas, ça veut dire même un tout petit peu plus bas. C'est le gouffre de la pauvreté, c'est-à-dire on ne mange plus. C'est-à-dire on n'a plus un moyen de se loger parce qu'on n'a plus les moyens de rembourser la banque ou de payer le loyer. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui vit bien et tomber un peu plus bas, ça veut dire je dois renoncer au resto ou je dois renoncer au cinéma. Non, tomber plus bas, ça veut dire on ne mange plus. On n'a plus un toit au-dessus de la tête. Et donc, pour quelqu'un qui est dans une logique dans laquelle la dynamique fait qu'on ne montera jamais plus haut et on risque de tomber plus bas, c'est une vraie angoisse, quoi. C'est une vraie angoisse. Et qu'on casse, si on casse cette idée qu'on est dans un déclin inéluctable, qu'il n'y a pas d'autre politique alternative, et à partir de ce moment-là, on peut rétablir des solidarités de classe avec ceux qui sont tout en bas. Mais tant que la vision des choses est celle-là, tout ce qui peut nous arriver, c'est tomber plus bas, et tomber plus bas, ce n'est plus manger. Et tant que, comment vous voulez rétablir une solidarité de classe pour soutenir un système d'allocation chômage ou d'allocation familiale, c'est très compliqué, quoi. Après, j'avais une autre chose, mais je vais oublier. Ah non, les professeurs, ça je sais pas, j'ai pas vu des données spécifiques sur ça. Donc, je pourrais pas... Peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas s'il y a des mécanismes spécifiques qui joueraient sur ça, je ne peux pas te dire. Je sais que à mon niveau d'enseignement, l'enseignement universitaire, ça reste un des derniers bastions macronistes. Voilà. On va rester macroniste jusqu'au bout. Est-ce que tu penses que les filles se battent avec son programme? Il y a quand même la revendication du SMIC à 1 600 € et le retour à la retraite à 60 ans, puisque quand même, les personnes de mon âge ont pu prendre leur retraite à 60 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui a existé. Est-ce que tu penses que axer l'action, même si tu dis, toi, tu ne sais pas ce qu'il faudrait faire, et personne ne le sait, mais moi, je pense que axer l'orientation sur les revendications, ça permet déjà de donner une réponse et de combattre l'extrême droite. J'ai parlé du SMIC à 1 600 € et de la retraite à 60 ans, mais si on déroule le programme de la France Insoumise, il y a tout un tas de revendications qui font que... Et évidemment, je rejoins un petit peu le camarade derrière qui disait, oui, certains dirigeants syndicaux cassent les pattes un peu au mouvement ouvrier, ce qui fait que il y a pas mal d'abstention après chez les ouvriers. Donc tu dis les classes populaires, donc plus basses que celles qui votent pour le Front National, c'est Mélenchon qui gagne la mise. Je pense que se battre et aller au contact avec les revendications justement en porte-à-porte sur le SMIC à 1 600, à 60 ans, et en déroulant toutes les revendications qui est dans le programme de la France Insoumise, même si la France Insoumise ce n'est pas un parti, ça permet déjà d'aller au contact et d'avoir des réponses. Moi, je sais que aujourd'hui, il y a un camarade qui me disait, dans ma famille, je connais quelqu'un, ils étaient paysans, et donc il y en a un qui dit, ouais, moi je veux voter Front National, et il y a sa femme qui lui répond, si tu votes Front National, tu peux faire ta valise, et tu ne coucheras pas là. Et donc, il y a eu une discussion dans la famille. Et donc, c'est des mecs qui étaient à la FNSEA et qui ont dit, puisque c'est comme ça, on va voter les filles. Alors, sur la base de revendications, sur les prix planchers rémunérateurs, etc. Donc, je pense que se battre sur la base des revendications, moi, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais
ça permet de combattre le Front National. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je pense que c'est fondamental de porter des revendications qui peuvent sembler excessives, comme les 60 ans, alors qu'on aurait pu trouver un accord de la gauche sur 60 ans. C'est bien d'avoir des combats sur les 60 ans, c'est bien les SMIC à 1600, parce qu'il faut montrer vraiment la possibilité d'une autre trajectoire, radicalement différente. Le problème, c'est que ces revendications, on doit convaincre qu'elles sont crédibles. Et alors, je vais décourager personne, mais par exemple, il y a les paysages médiatiques d'aujourd'hui. Mais les discours sur la dette publique, dans lequel la dette publique, la dette de l'État, est comparée systématiquement à la dette d'une famille. Et un bon père de famille fait attention à ne pas s'endetter de trop. Ces discours qui est totalement faux, pour une raison simple, parce qu'un père de famille, s'il a de la chance, il peut vivre longtemps, mais à un moment donné, il ne sera plus là. Et donc la banque qui accorde un crédit, il dit ben, ok, tu as 30 ans pour rembourser. Qu'on est très très gentil, quoi. Sinon c'est 25, sinon c'est 20, sinon c'est 15. Ben, l'État ne meurt pas. Et donc quand la dette arrive à échéance, on la renouvelle. Et donc il suffit. Bon, mais ces discours sur le fait que ah non, il faut quand même la rembourser la dette dans les 30 années qui viennent, c'est qui correspond à rien d'un point de vue économique. La France, dans 30 ans, elle peut rouler sa dette et la faire durer autant qu'elle veut. Ça n'a rien à voir avec moi, mes dettes, effectivement. Moi, mon banquier dit oh, faut que tu rembourses parce que tu es vieillissant, là. Après ça sera trop tard. Et donc ça n'a rien à voir, mais ces discours, il est martelé depuis 40 ans. C'est pas CNews, LCI ou BFM aujourd'hui qui font ça. Ils le font. Mais ça se rajoute à 40 années des discours qui vont dans ce sens. Et donc, aller expliquer et convaincre les gens que non, que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est bien de porter des propositions de rupture radicales. Et en même temps, il faut se donner les moyens, et j'ai évoqué les moyens possibles, la présence sur le territoire en est un fondamental, les moyens de porter ces contre-discours et de montrer que ces propositions sont radicales, mais sont crédibles. Le passif est 2 fois moins important que les actifs, parce que je vais le dire. Dans la dette, il ne parle que du passif. Tous les discours politiques que l'on entend à la télévision, on ne parle que du passif. Il y a un actif à côté. Bien sûr. Ouais, ils n'en parlent jamais. Ils n'en parlent jamais, je suis d'accord. En fait, il y avait encore hier de notre CPE keynésien très doux. Il disait mais c'est une escroquerie d'annoncer des trucs pareils. Parce que le Premier ministre il a sorti que chaque Français laissait 50 000 euros de dette à ses enfants. Et à côté de ça, il y avait 2 fois plus d'actifs. Voilà. Et ça, c'est vraiment. Il y a les routes, il y a les hôpitaux. Oui, si on calculait quel patrimoine a chacun d'entre nous, en calculant tout ce qui est patrimoine public, on sortirait tous faire la fête. C'est complètement nul. Parce que les gens qui ont 300 000 ou 400 000 euros d'emprunt sur un logement, ils ont plus de 100% de dette par rapport à leur salaire annuel. Voilà. Je propose qu'on s'arrête là pour les questions. Stéphane, on va rester parmi nous si vous avez le livre à signer, quelque chose. On va laisser la parole à Isabelle, qui est la maire de Coulombiers, qui accepte de nous laisser débattre ce soir. Merci à la maire et merci à tout le monde. Oui, bonsoir. Non, je pense que j'ai une voix qui... j'ai une voix qui porte. Ah bon, pardon. Bah alors, du coup, je prends le micro. Moi, je vais passer le second. Quand Baptiste il est venu me voir et en me disant je voudrais réunir tous mes camarades et pour parler de ce qui nous préoccupe quand même au quotidien, parce que même moi ça me préoccupe ce qu'on vit en ce moment dans cette société. Franchement, des fois je me lève le matin et je me dis voilà, je vais aller à la mairie et va falloir que je fasse avancer quand même le système.
mon boulot de maire depuis 5 ans, c'est d'essayer de faire en sorte que qu'on offre des services publics, qu'on offre une qualité de vie dans nos villages. Et plus on avance dans le temps, moins on a les moyens de rendre ce service aux gens. Donc on essaie avec nos petits moyens de faire le nécessaire. On ferme une classe. Bon, j'ai vécu ça. On l'a ouvert et puis on l'a refermé. Alors c'était assez drôle parce qu'on l'a ouvert en négociant des choses. Et puis 3 ans après, on a refermé la classe pour des histoires de chiffres. Il y a une semaine, j'ai rencontré les directeurs régionaux de la Poste. On a encore la chance d'avoir une poste à Colombier. Mais on me dit qu'il y a un contrat de présence postale qui me dit l'année prochaine, on va renouveler un nouveau contrat et c'est pas dit que la poste de Colombier soit maintenue. Ah, bon, moi j'aimerais bien que ça se fasse pas. Hein. Je leur ai dit que de toute façon, ça ne se fermerait pas sans mon avis. Hein. Il faut l'avis de la mairie, parce que le bâtiment appartient à la mairie. Et surtout, on a un facteur guichetier qui joue parfaitement son rôle. Mais voilà, tous les jours, à chaque fois, on nous dit, faut enlever ça. Mais par contre, faut moins de moyens, plus de responsabilités, plus de rôles, plus de contraintes et plus de gens dans la rue qui m'interpellent en me disant, oui, faut faire ci, il faut faire ça. Et je dis, je vais faire ce que je peux avec les moyens que j'ai. Mais voilà. Mon conseil municipal, il est quand même multipartite. Quand je me suis engagée à la mairie, c'est mon 3e mandat, hein, donc j'ai connu les phases. J'ai été élue, j'ai été une élue qui observait. Après, j'ai été une élue qui a appris. Et maintenant, j'essaie d'être une élue qui agit. Et j'agis même, là-haut. Je suis à Grand Poitiers. J'ai pris une vice-présidente à Grand Poitiers. Je défends l'eau. Hein, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, défendre l'eau, parce que ça va être notre survie demain. Effectivement, ce mandat où j'essaie de mettre en œuvre que pendant 2 mandats, j'ai dit tiens, il faudrait faire avancer les choses comme ça. Mais on passe notre temps à nous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que dès qu'on avance un pas, faut reculer 2 pas derrière parce qu'on n'a pas pris la bonne décision, là, on n'a pas choisi la bonne règle. Donc c'est très compliqué. J'aimerais bien je voudrais défendre le service public autant que je peux avec les moyens que j'ai, mais je pense des fois, je me dis, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Pourtant, je continuerai à défendre le service public. Je suis solidaire de ce que vous disiez par rapport aux services publics qui sont vraiment malmenés, parce que j'entends encore dans mon village des gens qui disent qu'est-ce qu'ils foutent ces fonctionnaires. Voilà. Et ça me hérisse le poil. Alors j'entends aussi, il y a beaucoup de Noirs dans cette commune. Alors oui, il y a quelques communautés noires. Oui, j'ai quelques étrangers, qui sont français. Alors ils ne sont pas étrangers, ils sont vraiment français. Et alors il se trouve que j'accueille à Colombier une petite communauté mahoraise, pardon. Et c'est marrant, jusqu'à l'année dernière, ils sont noirs. On n'en veut pas, forcément. Puis un jour où Mayotte explose à cause de la météo, faut les aider. Faut vraiment, c'est malheureux ce qui leur arrive. Donc, il faut leur donner un coup de main. Donc, les gens, ils sont capables d'avoir un point de vue un jour, puis un autre point de vue d'un autre jour. Donc, c'est un peu compliqué. Quand j'entendais tout à l'heure le jeune homme dire les enseignants, ils votent plus à gauche, moi, je pense que c'est pas qu'ils votent plus à gauche, c'est qu'ils votent plus du tout. C'est ça qui est inquiétant. C'est que les gens ne vont plus voter. Et je pense que tant qu'on ne remettra pas les gens à voter, je pense qu'on ne retrouvera pas notre équilibre politique. Là, il n'y a pas d'équilibre politique parce qu'en fait, ne vont voter que les gens qui sont vraiment très mécontents. Soit d'un côté, soit à droite, soit à gauche. Soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Les gens au milieu, là, tous les partis traditionnalistes, plus personne ne croit à ces partis-là. Et donc, du coup, ils votent plutôt, ils sont plutôt des révoltés de ce qui se passe. Donc, c'est ça, il faudrait essayer de redonner confiance à la vie, pas à la politique, parce que c'est peut-être pas facile, mais au moins à la vie politique, à la vie sociale. De se dire que on est quand même des humains, qu'on doit se défendre, être solidaire, être responsable de nos vies quand même. Et voilà, qu'il ne faut pas toujours dire c'est à la faute d'un tel ou c'est à la faute d'un autre. Je crois que c'est à nous de nous prendre en main, de prendre nos responsabilités. Ce qui s'est passé en 2024 était plutôt encourageant. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Je pense que on a fait un petit pas en avant, mais demain on fera un grand pas, j'espère.
Enfin, je compte là-dessus, en tout cas. Et en tout cas, merci d'avoir été présents ce soir, nombreux quand même, parce que je pense que Baptiste on peut être satisfait et pour remercier la Fémélusine. Hein. Voilà, j'apprends à les connaître depuis quelque temps. Et vous revenez quand vous voulez.